travail. Nous allons essayer de comprendre l'ampleur de ce choc et échanger sur son impact sur l'attractivité du pays. C'est le sujet de notre première table ronde dont je vais inviter tout de suite les intervenants. C'est Nicolas Petrovitz, le président de Siemens France et Belgique, qui va ouvrir et présider cette séquence intitulée « La France sans dessus-dessous ». C'est un plaisir d'avoir avec nous pour animer cette table ronde Nicolas Béthou, le fondateur de l'Opinion, qui va animer ce débat avec les dirigeants français de groupes mondiaux que j'invite également à présent à monter sur scène. Henriette Drebay-Rosenquist de Pfizer France, Thierry Herning de BASF France, Jean-Baptiste Santoul de Ferrero France. Nicolas Petrovitz, je te cède la parole. Merci Olivier, bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous en ligne. Alors notre premier panel est intitulé « La France sans dessus-dessous ». Alors c'est vrai que nous avons vécu une année très particulière avec la pandémie qui a créé une crise sanitaire sans précédent dans le monde entier et qui a particulièrement affecté la France. Nous allons en reparler dans ce panel. Et évidemment, ça a créé une crise économique avec beaucoup de secteurs très affectés, d'autres qui ont rebondi plus rapidement. Et la crise sociale, malheureusement, beaucoup d'emplois détruits ou bien au moins, je dirais, affaiblis ou mis en danger, fragiles. Donc, nous sommes dans une période vraiment très compliquée. Et je me suis reporté 12 mois en arrière aux États de la France et notre premier panel, à l'époque, traitait du sujet de la sortie de crise de la crise des Gilets jaunes. Alors ça paraît bien loin maintenant, mais c'est vrai que déjà à l'époque, on regardait comment la France allait pouvoir rebondir. Et voilà, alors peut-être pourrons-nous rebondir encore plus fort, mais cette fois-ci la crise est mondiale. Quelques mots peut-être sur la manière dont Siemens a vécu cette crise à titre illustratif, parce que je pense que nous l'avons vécu comme la plupart des entreprises, c'est-à-dire nous avons commencé à préparer au premier trimestre en voyant ce qui se passait en Chine, et c'est vrai que le premier confinement est très, très compliqué à gérer. Et moi, ce que j'en retiens quand même, c'est l'incroyable esprit de corps qui s'est créé dans l'entreprise, avec les clients, les fournisseurs, pour d'une part, évidemment, assurer la sécurité de tous nos collaborateurs, mais également assurer la continuité du service à toutes les activités qui devaient continuer à tourner, que ce soit dans le secteur de la mobilité, les hôpitaux ou nos clients industriels. Et nos usines n'ont jamais cessé de produire dans cette période, comme de nombreuses usines en France. Et je pense qu'il faut saluer globalement pour la France la manière dont les collaborateurs ont réagi. Alors et maintenant, le président a fait des annonces hier soir. Donc nous allons un peu discuter de dans quel état sommes-nous et sommes-nous prêts à rebondir. Peut-être deux propos introductifs avant de céder la parole à Nicolas qui va animer ce débat. C'est vrai que j'observe que c'est une crise dans laquelle le gouvernement a été extrêmement présent depuis le début, notamment Bercy. Et je tiens à souligner, en tout cas de mon point de vue, la manière remarquable dont ça a été fait, c'est-à-dire avec beaucoup d'écoute des acteurs économiques, et donc des mesures qui ont été mises en place, qui ont aidé les acteurs économiques très directement, et une écoute continue qui faisait que, en tout cas dans notre expérience, ces mesures ont été modifiées quand il le fallait. Et donc ça, je trouve que c'est assez remarquable, puisque ça a permis quand même de nous soutenir et de nous apporter des vraies réponses concrètes à nos besoins. Et donc cet état d'esprit, ce serait bien évidemment de le conserver. Une deuxième observation, et on l'a vu dans les résultats du sondage qui vient de nous être présenté, c'est que ça a un peu remis les choses, l'église au milieu du village, si je peux dire ça. C'est-à-dire que les questions de technologie, de digitalisation et de coûts sont maintenant vraiment au cœur de toutes nos préoccupations, et ce sont les sujets sans doute sur lesquels nous devons avancer. Voilà. Donc, Nicolas, je vous donne la parole. Voilà, on est beaucoup de Nicolas, donc merci Nicolas. Et donc je vais présenter en quelques mots les 4 participants, les 3 autres, ceux qui sont à distance, et puis vous-même, Nicolas Petrovitz, vous êtes le président de Siemens en France et en Belgique, à ce poste depuis 2018. Auparavant, on s'était d'ailleurs croisés dans une vie antérieure où vous étiez le CEO de Rotunel. Vous êtes chez Siemens depuis 2018. Siemens, aujourd'hui, c'est presque 7000 employés en France.
à peu près 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 8 centres industriels, 11 centres de R&D, dont 8 qui ont une empreinte mondiale. Pour préciser les choses, il y a 2500 filiales de groupes allemands en France, ce qui fait de l'Allemagne le premier pays voisin présent dans notre économie. À distance, je salue Andreas Rosenquist, qui nous parlera en anglais, et je vais la présenter en français, mais nous échangerons en anglais juste après, Madame Rosenquist, qui est présidente de Pfizer France. Vous êtes à ce poste depuis décembre 2018, et ça fait 17 ans que vous êtes chez Pfizer. Pfizer, on en parlera évidemment, il y a un avant et un après. Je veux dire, un avant l'annonce du vaccin et puis un après, et on verra ce que c'est que cet après. Vous êtes aussi membre du bureau et trésorière du LEM, qui est le syndicat professionnel de la pharmacie en France. Vous êtes vraiment quelqu'un qui est immergé dans ce monde de la pharma depuis des années et des années. Thierry Herning, bonjour. Vous êtes le patron de BASF France. Depuis 1992, dans ce groupe, vous avez été en Europe, vous avez été en Asie, vous avez beaucoup bourlingué. Vous dirigez pour la France le numéro 1 mondial de la chimie, encore une entreprise allemande, donc je ne referai pas le même historique sur la présence des Allemands en France. On parlera évidemment de la façon dont votre entreprise a résisté, traversé à cette crise, et on aura sûrement l'occasion de revenir sur la manière dont vous avez géré tout cela. Il me reste à présenter tout de suite, Jean-Baptiste Santoul, qui est le patron, qui est là, bonjour, à distance aussi. Jean-Baptiste Santoul, le patron de Ferrero France. Vous êtes, Jean-Baptiste, un homme de marketing. Vous avez fait vos classes chez Unilever, chez Henkel, qui sont en quelque sorte les grandes écoles du marketing dans le monde. Et depuis mi-2017, chez Ferrero, 1400 collaborateurs à peu près, et pas loin d'1,5 milliard de chiffre d'affaires en France. Je fais la même analogie que pour les entreprises allemandes. Il y a 1700 filiales de groupes italiens en France. Et les Italiens ont, en 2019, été à l'origine de à peu près 120 nouveaux investissements. C'est donc un secteur et un pays qui est très dynamique sur notre sol et dont la vie comptera évidemment beaucoup. On va discuter pendant un moment, et puis on aura la place aussi pour des questions des internautes, si toutefois elles arrivent. On va discuter pendant un moment autour de 4 grands thèmes. Le premier, c'est, au fond, comment est-ce que vos entreprises ont traversé la crise? Comment est-ce que vous avez vécu ces moments-là? Et dans quel état elles se trouvent aujourd'hui, ces entreprises? On vous donnera la parole à chacun pour que vous nous expliquiez un petit peu à la fois votre stratégie de traversée de crise et l'état à date de vos groupes. Comment est-ce que vous avez engagé une stratégie de rebond? Est-ce qu'elle est déjà en place et quels sont vos espoirs? Quel jugement vous portez sur la France et sur la manière dont la crise a été gérée? Et puis on essaiera de comparer, puisque vous êtes tous les représentants d'entreprises étrangères en France. Vous avez un œil sur ce que votre maison mère pense évidemment de la manière dont la France a géré et comment est-ce qu'on peut comparer entre la France, l'Allemagne, l'Italie ou le monde anglo-saxon. Et on essaiera donc à chaque fois de s'interroger là-dessus. Je vous passe la parole tout de suite, Nicolas Petrovic, sur au fond, comment est-ce que Siemens a traversé la crise et dans quel état est-ce que se trouve l'entreprise aujourd'hui? Oui, nous avons été touchés, je dirais globalement, évidemment, d'abord en Chine, où nous sommes très présents, puis en Italie, et puis évidemment, après, tous les autres pays ont suivi. Vous avez vu venir la crise? Oui, rapidement, en fait, des calls ont été organisés avec nos équipes chinoises, et ça nous a permis effectivement de commencer à réfléchir, parce qu'au début, tout le monde se disait c'est un problème en Chine, mais rapidement, on nous a dit non, ça risque d'arriver chez vous, donc on a essayé de se préparer. Mais c'est vrai quand même que le premier confinement est arrivé un peu tôt, je dirais, pour tout le monde, et de manière assez brutale. Et en fait, il a fallu il y a eu un moment un peu de sidération chez nous, chez nos clients, enfin chez tout le monde. Et c'est vrai que nous sommes beaucoup appuyés sur l'expérience chinoise pour mettre en place toutes les mesures dans nos usines, dans nos centres de services, pour être capable d'assurer la continuité auprès de nos clients.
évidemment en sécurité pour nos collaborateurs. Donc ça a été vraiment le moment le plus important. Et finalement, ça n'a duré que 2-3 semaines de flottement avant de pouvoir être en régime, je dirais, de croisière. Donc, ça, c'est le premier confinement. 2-3 semaines de flottement avec quoi? Les usines fermées. En Chine, on a fermé beaucoup d'usines. Oui. Ah oui, en bien France sûr. Aussi. Oui, fermé pendant 2-3 semaines, le temps en fait pour les équipes de travailler entre elles, avec d'ailleurs, et je tiens à le saluer, les représentants syndicaux locaux qui ont fait un travail aussi formidable. Et en fait, il y avait vraiment une envie de trouver une solution pour repartir dans la production, puisque nous exportons dans le monde entier, évidemment, au départ de la France, et il ne fallait pas laisser tomber nos clients qui étaient à l'autre bout du monde. Donc ça a été cet état d'esprit positif qui nous a permis de passer cette crise. Alors ça, c'était le premier confinement. Le deuxième, enfin, déconfinement ensuite, couvre-feu, reconfinement. Comment est-ce que vous avez traversé cette deuxième partie de la crise sanitaire qui est un peu moins pesante, semble-t-il, quand même? Écoutez, oui, pour le coup, il y a beaucoup moins d'inconnus et c'est vrai que nos clients, en général, et nous-mêmes, nous sommes organisés et finalement, nous ne sentons pas sur notre activité en ce moment de baisse. Nos clients sont les industriels, beaucoup. On voit qu'ils ont envie d'investir, ils se rendent compte qu'il faut investir. Et d'ailleurs, je tiens à le souligner, en Chine aujourd'hui, les industriels investissent de manière extraordinaire. Et donc je pense qu'une des erreurs qu'il ne faudrait pas commettre en Europe en ce moment, c'est de cesser d'investir alors que les autres grandes zones, notamment l'Asie, continuent de prendre de l'avance. Accélère. Ils accélèrent très très rapidement en digitalisation de toutes leurs industries, leurs infrastructures. Et nous n'étions pas forcément en pointe en France sur ces sujets-là. Et donc je salue d'ailleurs le gouvernement qui met beaucoup d'argent sur la table pour aider notamment les PME à passer ce cap. On parlera du plan de relance et on vous demandera à chacun votre point de vue sur ce plan, sur la manière dont il est adressé, les sommes qui sont engagées et leur efficacité. Thierry Herning, je vous pose la même question. Comment va BASF en France? Comment est-ce que vous avez traversé cette crise et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Bonjour à tous et à toutes. Vraiment ravi d'être ici pour partager à cette table ronde. Donc, pour BASF, vous l'avez dit, Monsieur Bétou, c'est le leader mondial de la chimie et bien entendu, nous sommes exposés aux fluctuations économiques et financières qui ont marqué la crise liée à l'épidémie Covid-19. Pour précision, il faut savoir que la chimie est en amont de la plupart des grandes industries, puisque nous servons le bâtiment, l'automobile, l'énergie, les matériaux, l'agroalimentaire, la cosmétique et la santé et d'autres. Et donc, évidemment, notre activité est très dépendante des variations de production chez ces industries que nous servons. Donc, au point de vue résultat, BASF a subi évidemment un impact considérable au niveau de ses ventes au deuxième trimestre 2020, donc moins 12%, un peu mieux au troisième trimestre avec une amélioration, moins 5%, et nous pensons terminer l'année finalement dans une... J'entends des bruits là. Non, c'est bon, on vous écoute, on vous écoute. Voilà, donc et terminer l'année un peu mieux, je dirais, mais toujours en dessous de 2019, puisque nous bénéficions aujourd'hui du rebond spectaculaire de la Chine. C'est assez incroyable. Nos ventes croissent avec un double digit depuis le troisième trimestre. Et on s'aperçoit également qu'il y a une petite reprise qui se pointe à l'horizon pour l'Europe. Donc, pour BASF France, comment avons-nous traversé cette crise? BASF France est le deuxième marché du groupe en Europe et donc évidemment nous avons une forte présence sur tout le territoire avec 4000 collaborateurs pratiquement et 15 sites de production. Et dans ces conditions, vous comprenez que notre maison mère suit avec beaucoup d'attention le développement de nos activités. Et je dois dire qu'elle a été rassurée de voir que l'industrie chimique a pu bénéficier en France d'une dérogation en tant qu'activité essentielle lors des 2 périodes de confinement, ce qui nous a permis de continuer à soutenir de larges pans de l'économie française et européenne, mais également de maintenir notre activité. Comme l'a dit précédemment Nikola Petrovitch, nous avons bénéficié également
d'être une entreprise mondiale. Et donc, nous avons été capables d'apprendre du début de crise en Chine et donc de rapidement organiser en Europe des cellules de crise au niveau régional, au niveau national et ensuite au niveau de chacun des sites. Et donc de s'organiser rapidement pour pouvoir, comment dirais-je, mettre en place les mesures barrières nécessaires, hein, puisque c'était notre priorité évidemment d'assurer la sécurité de nos employés, de nos collaborateurs. Et donc nous avons été aidés effectivement par le gouvernement français qui a été très proactif comment dirais-je, dans la proposition comment dirais-je, de protocole de sécurité, hein, et donc nous avons suivi les directives du gouvernement français et pu ainsi maintenir notre activité. Peut-être un point que je souhaiterais préciser, c'est que, comme je l'ai dit, la chimie, activité essentielle, et nous avons été capables de participer à l'effort national au moment où notre pays manquait cruellement de produits essentiels comme les gels hydroalcooliques. Et donc, certains de nos sites, comme le site de Pulnoy près de Nancy, hein, qui est spécialisé dans la cosmétique, a été capable d'ajuster ses processus de production justement pour rapidement produire des gels hydroalcooliques et les mettre à disposition des établissements médicaux, des forces de police ou des pompiers. On reviendra oui. Sûrement sur cet aspect des choses parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont effectivement participé, entre guillemets, à l'effort de guerre, puisque nous étions en guerre sanitaire. Et en effet, oui, on reviendra sur ce sujet comme sur les relations avec le gouvernement. Est-ce que je peux vous demander une précision? Oui. Vous disiez rebond extraordinaire de la Chine, double digit. Le double digit, ça commence à 10 et ça va jusqu'à 99%. C'est quoi le double digit de la Chine? Alors, c'est le double digit de la Chine de BASF hein, dont je parle. Oui, bien sûr, mais c'est combien? On est au-dessus de 15%. Au-dessus de 15%. Et vous disiez dans la même phrase, reprise moyenne en Europe, et là toujours on parle de BASF, c'est quoi ce chiffre? Le mois de septembre, on a affiché 4%. Donc, et le mois d'octobre, je ne vais pas donner les chiffres, mais était également sur la bonne pente. Donc, vous considérez quoi? Donc, vous disiez moyen, décevant. Comment est-ce que vous qualifiez ça? Ah non, non, c'est très encourageant. C'est très encourageant pour l'Europe. Hein, donc, pour nous, 4% au mois de septembre par rapport à 2019, c'est très encourageant. Sachant que finalement, le mois d'octobre, a priori, est également sur une bonne tendance. Compte tenu du poids du business européen pour BASF, évidemment, ça nous permet d'améliorer notre performance globale. Est-ce que vous pensez que le rebond que tout le monde attend, imaginons que nous avons un décalage de cycle de quoi, à peu près 4 ou 5 mois, peut-être 6 mois par rapport à la Chine, est-ce que vous pensez que ce rebond chinois peut être de la même ampleur en Europe? Bon, c'est difficile à dire et je ne m'aventurerai pas à vous donner des pronostics, mais tout dépendra aussi de la façon dont nous allons gérer la crise sanitaire. Vous savez que nous sommes dans une période de confinement toujours en France et donc nous avons également, nous sommes impactés par cette deuxième vague donc, dans tous les pays européens. Oui. Donc là, il y a une inconnue quand même qu'il va falloir prendre en compte et le président de la République hier a donné une vision justement pour accompagner, comment dirais-je, l'assouplissement des mesures sanitaires. L'allègement des contraintes. L'allègement des contraintes et donc tout dépendra de la façon dont des conséquences qu'auront ces allègements de contraintes et de la discipline que nous aurons au niveau des différents pays pour juguler cette crise sanitaire. Je pense que ça, c'est un enjeu très important et dont va dépendre notre capacité de rebondir en 2021. Merci beaucoup. Henriette Rosenquist, good morning. Can you hear me? Yeah, good morning. Same question for you. How did Pfizer pass through this period of lockdown and how is the company nowadays? Yeah, so since its beginning, definitely the pandemic has shaken both the national and worldwide economy, and
And all the world healthcare systems have been truly tested through this pandemic. So what we can see here is that the French one has revealed its weaknesses despite of the quite well-positioned healthcare system compared to other countries. And I think in these challenging times that the pharmaceutical industry seems to be protected in a way from a huge pandemic economic effect. But what I think is important to underline is the importance of the pharmaceutical industry must play a role in this crisis. So during this COVID crisis, Pfizer has been able in a very short period of time to adapt its entire organization within production and manufacturing capabilities to really meet the needs caused by the pandemic here. This agility has enabled Pfizer to respond to an, let's say, unprecedented demand, particularly for hospital drugs and vaccines, and enabling our manufacturing and supply of essential drugs. For France specifically, and for Pfizer in France, it was definitely the more essential drugs at the intensive care unit like Curare. And Pfizer is not only focusing on this effort on mobilizing resources to increase the activities of the manufacturing sites, but also try to redeploy all allocation of inventories on a global scale. Such an achievement was possible thanks to a strong network internally across all our 12 sites and 80 external manufacturers. And we know this has been acknowledged as well. I would like to highlight the quality here specifically of the collaboration between the French authorities and the healthcare industry. We have seen a tremendous collaboration through the crisis. Even situations which were not on a normal scale, we succeeded with the discussion of the French authorities to get through the crisis through a constant dialogue and try to make as best as possible to avoid any additional disruptions within the supply of the essential medicine. So that was part of this. If we look at Pfizer worldwide, there was a very clear plan, or let's say priorities to go through this COVID pandemic. And I think that was very much linked to our responsibility as a healthcare actor. First of all, wellness and safety of people and definitely of our colleagues. Secondly, we try to continuing supply of our medicine and vaccines to patients around the globe. And then third, but not least, contributing to discovering medical solutions to the pandemic. And I think the period here shows really strong willingness of the company to act as fast as possible by taking actions. Also, we looked with the collaboration with healthcare professionals, researchers, and associate actors fighting against the COVID-19. Here in France, Pfizer, through our Pfizer France Innovation Foundation, has funded various projects of the Pasteur Institute. Pfizer has also been extensively working with numerous actors, such as APHP, BPI France, and also France Digital. And these alliances with France Digital, with the Coalition Innovation Santé, really enable us to become part of this initiative and to develop innovative solutions to limit tensions within the hospital system. Of course, in addition to these examples, I will maybe like to point out the mobilization for Pfizer within research and development of the COVID-19 vaccine. So, as mentioned before, it's key priority for Pfizer, and just maybe give a little bit background of the vaccine as of today. So, in early March this year, Pfizer signed a partnership with, or an agreement with the German biotech company called BioNTech. And today, 8 months later, phase 3 results showed quite promising results because data demonstrate that our vaccine candidate is 95% effective against COVID-19 within 28 days of the first dose.
dose. The safety milestone here required by the US Food and Drug Administration, called FDA, for emergency use authorization is achieved now. And therefore, Pfizer submitted Friday last week an application to the FDA for an emergency use authorization based on safety and efficacy data collected to date, as well as the manufacturing data relating to quality and consistent of the vaccine. So in addition to the Friday submission to FDA, we have also already initiated rolling submissions in Australia, Canada, Europe, Japan, and the UK, and we plan to submit immediately to other regulatory agencies around the world. So actually about 248 days it took to create a vaccine, and I think it all took to get the day that we announced our plans to collaborate with BioNTech on a potential COVID vaccine as of today. So that's where we have worked on the more third key priority for us is to develop something going through the crisis. We know that the EU Commission has ordered 200 million doses of the vaccine, and 100 more millions could be distributed at the end of this year, and manufacturing capacity will throughout next year dramatically increase to cover the globe with the vaccine as well. To meet such an objective, the manufacturing of various products have been outsourced and transferred to other alternative suppliers, so Pfizer were able to supply with its own manufacturing system, so we could be fully dedicated for sites, and we have productions taking on in 3 sites in the US, 1 here in Europe, in Belgium, in addition to BioNTech's 2 sites here. So I think that what we actually did. I think at the same time it's now essential to think about how do we come through the COVID, what will happen post-COVID-19. And I'm convinced that our responsibility now is to learn from our experiences during this crisis, and also to think about a new model that we would like to put in place to avoid similar healthcare crises worldwide. We will talk about that. We'll talk about that later, if you may. Exactly. Yeah, 1 or 2 questions. You talked about Curare. You are producing in France. In April or May, I remember that there were fear of lacking of Curare, and we were very close to a crisis in the hospital, in the process of surviving the people. Exactly. Could you confirm that we were just at the limit of a big crisis with the lack of Curare? Exactly. So when we come into such a crisis, we normally know the demand of Curare for France. So we normally produce in that capacity. So when we came into the crisis, there was a capacity demand or increase of 300% more Curare to France that we normally produce. So we put all the forces together, make sure that we can get the API, the product, the drug used for Curare, the active substance, and we try to look all around the world to get the active substance. At the same time, we also mobilize our capacity in terms of manufacturing, because it's produced in different places or different sites in the world. So we want to make sure that we could apply to the demand of the France request to Curare. Okay. So we work quite intensively on that and succeeded to deliver the Curare that was requested by the French authorities. Okay, thank you. One other question. You're talking about some figures, 100 million vaccines. Is it I read that we need a double dose, a double vaccine to be protected against the COVID-19. When you say 100 million, is it a single dose or a double dose? I mean, is it to protect 50 million people or 100 million people?
So one dose, 2 doses you need for protecting one person. And when I talk about 200 million, so the EU Commissions have requested all the EU member states on how much they are looking for of doses. So different countries have are in discussions with different companies who have a vaccine to say we would like to have these number of doses. Okay, right? but once again, my question is 200 million doses. Is it for 100 million people or two? Yes. Okay. Thank you. Doses, and you need 2 doses per person. That's clear. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you very much, Henriette Rosenquist. Je me tourne vers Jean-Baptiste Santoul. Bonjour, rebonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ravi de vous parler. Alors, je ne sais pas si le chocolat a été, comme la chimie, une activité essentielle. En tout cas, à mon sens, oui, ça je vous le dis clairement. Comment est-ce que vous avez traversé cette crise, essentielle ou pas pour vous? Comment est-ce que vous avez fait? Bon, c'est gentil, oui, le chocolat, c'est un plaisir quotidien dont on a besoin tous les jours et surtout quand ça va mal. Mais bon, alors la crise, effectivement, nous l'avons vécue comme tout le monde. Filiale d'un groupe italien, on avait qui a également des opérations et de la production en Chine. On l'a vu venir. L'Italie a été aussi malheureusement une tête de pont de l'épidémie en Europe. Donc on a vraiment pu prendre la mesure des choses avec un petit peu d'avance. Probablement à un moment où tout le monde regardait l'Italie comme une anomalie. Et en fait, on savait que ça allait venir chez nous, malheureusement. Donc on s'était mis en situation de crise avant même le premier confinement. Même si, comme tout le monde, on a été surpris par la rapidité du confinement, on pensait qu'il allait venir un peu après les élections. Cette routine de crise, l'idée était d'abord de protéger la santé des salariés. Je crois que c'était la priorité absolue de chacun d'entre nous ici, d'ailleurs. On n'est pas exception en la matière, mais c'était vraiment la priorité absolue et protéger la santé des salariés de façon à pouvoir maintenir l'activité économique et donc à moyen terme protéger les emplois. Parce que dès le moment où on rentre dans une crise, où on sait qu'on va y rentrer, il faut déjà penser à la sortie de crise, puisque l'enjeu c'est de faire de cette crise un moment où on va pouvoir probablement se renforcer et ne pas subir. Donc une organisation de la gestion de la crise avec une cellule de crise quotidienne, avec tous mes collaborateurs de la cellule de crise, on commençait tous les matins à 8h30 systématiquement par faire le point. Alors en début de crise, vous pouvez imaginer, c'est des réunions qui duraient très longtemps, et puis au fur et à mesure, les routines, les automatismes, et puis la situation était sous contrôle. Donc des points plus courts, et puis une réunion du board tous les jours également, tard dans la journée, qui permettait à chacun des membres du board d'avoir une vision 360 degrés de ce qui se passait dans l'entreprise et sur le marché, que ce soit avec nos collaborateurs sur nos différents sites. Ferrero, en France, vous l'avez rappelé, c'est 1400 collaborateurs, c'est à peu près 10 000 emplois indirects, c'est 2 sites de production, c'est différents sites de logistique, un siège, c'est une force de vente répartie sur toute la France avec à peu près 450 personnes. Donc il y avait besoin de faire tourner l'information en permanence entre les différents sites, entre les différents responsables, d'instaurer aussi un dialogue social avec les partenaires sociaux de confiance, parce que bien sûr au début de la crise on a eu beaucoup de défiance, beaucoup d'inquiétude de la part des salariés, notamment sur les sites de production et sur les sites logistiques, parce que eux devaient continuer coûte que coûte, bien sûr en étant protégés, mais ils devaient continuer à produire, sinon l'entreprise s'arrêtait. Donc il était essentiel d'avoir cette coordination, de donner à tout le monde une vraie vision de là où on en était, là où on allait et quelles mesures étaient prises. Et surtout, chacun des membres du board devait cascader avec ses équipes quotidiennement toutes les informations. Donc on a beaucoup communiqué et je pense que c'est ce qui nous a permis de sortir de cette première phase de crise, donc du premier confinement,
j'ai envie de dire, sans trop d'encombre. Alors bien sûr, on a une division food service qui s'est arrêtée, puisque la restauration était arrêtée. Bien sûr, Pâques, qui est une période importante pour un confiseur chocolatier, est tombé en plein milieu du confinement. Donc ça a été aussi un petit désastre économique, mais là aussi, grâce aux efforts de chacun, y compris d'ailleurs, et je les salue, de nos clients, on a pu s'organiser pour faire Pâques après Pâques, donc donner finalement plus de chance aux consommateurs de pouvoir célébrer Pâques pendant le confinement ou après le confinement. Donc ça a permis de limiter pour l'ensemble du marché la catastrophe économique. Mais néanmoins, cette crise nous aura permis de renforcer nos liens avec nos salariés, de renforcer nos liens avec nos clients et avec nos fournisseurs, parce que j'en ai pas parlé, mais on a parlé du curare qui était un risque de pénurie bien plus important, mais nos matières premières ont manqué aussi, ou ont failli manquer à un moment donné. Les emballages, les transports, les pots en verre pour le Nutella viennent de la région lyonnaise. Il y a eu un moment où, avec un certain emballement de la consommation, il fallait aussi être capable de fournir. Donc ça a été des moments très durs, mais je crois qu'on en ressort beaucoup plus fort. Alors après, le deuxième confinement dont vous avez parlé, les uns et les autres, j'ai envie de dire, c'est pas la routine parce que on n'espérait pas être reconfiné, mais on a déjà les réflexes qui sont en place, on a déjà passé cette première étape, donc ça se passe beaucoup mieux. L'enjeu le plus difficile, là où c'est le plus dur, je pense, c'est pour les collaborateurs qui se sont retrouvés du jour au lendemain en reconfinement. Alors bien sûr, dans la période d'intervalle, on était en équipe A, équipe B, etc., etc. Donc il y avait déjà des mesures un peu particulières. On n'était pas revenu complètement à la normale, mais pour beaucoup de collaborateurs, retourner chez eux en confinement, c'est quelque chose de très dur à supporter. Il y avait jusqu'aux annonces hier soir du président de la République, je pense, une certaine inquiétude du mince, mon Dieu, jusqu'à quand, parce que la situation est difficile à vivre pour beaucoup. Et on le voit, le travail dans l'entreprise est plus difficile. Plus lourd parce que les équipes ont besoin de se retrouver ensemble. Ouais, plus lourd à organiser. Juste un mot, Jean-Baptiste Santo, après Pâques, plutôt raté et étalé, vous avez eu peur pour Noël et vous avez peur pour Noël. Autre période où on consomme quand même un peu de chocolat et de confiserie. Oui, alors Noël, c'est au moins 2 fois plus important que Pâques pour nous. Donc on joue, on est dans un beau double digit de notre activité, c'est plus de 20% de l'activité annuelle. Donc vous pouvez imaginer qu'il y a un petit peu de tension, un petit peu d'appréhension. Ouais. Là aussi, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits de la part des équipes commerciales sur le terrain et de la part des clients, parce qu'on a installé Noël dans les magasins un peu plus tôt que d'habitude et de façon plus complète, de façon aussi à permettre aux consommateurs, avant ce deuxième confinement, de commencer à acheter des produits, notamment les calendriers de l'Avent, qui commencent bien avant Noël. Et puis, on suit ça avec attention. On est ravis pour les commerçants, mais finalement aussi pour l'activité et la consommation que les magasins puissent réouvrir pleinement ce week-end. On pense que ça va permettre aux gens j'espère, de retrouver un peu l'esprit de Noël, parce que, outre le chocolat, Noël, c'est une période importante pour l'ensemble de l'écosystème industriel et commercial quand on parle de la grande consommation. Un mot, Jean-Baptiste Santoulin, un mot sur le rebond. Est-ce que vous pensez que lorsqu'on sera sorti des périodes de confinement un peu plus light, et puis de Noël, et puis lorsque les restaurants, les bars, tout cet univers où on consomme réouvriront, est-ce que vous pensez que pour Ferrero, la vie d'après sera comme la vie d'avant ? Alors la vie d'après n'est jamais totalement comme la vie d'avant. Par hypothèse, il y a des changements de mode de consommation. Les gens finalement se sont dit aussi, et on l'a vu beaucoup pendant le premier confinement, il y a beaucoup de gens qui se sont dit mais c'est pas mal d'être un peu plus en famille, c'est pas mal d'aller un peu moins au restaurant, c'est pas mal de voyager un peu moins. Donc il y a des gens qui vont pas retrouver leur vie d'avant. Nous on doit s'y adapter parce que c'est nos consommateurs.
Bon, après, vous avez des gens qui attendent que ça, et ça va être une espèce de libération, donc qui vont peut-être passer dans un excès inverse. Je pense qu'il va falloir suivre les consommateurs de très près, de façon à les accompagner. Un mot qui s'adresse à la fois à vous, à Thierry Herning, et à vous, Nicolas Petrovic. J'ai été frappé, vous avez tous les trois dit, on a vu venir la crise. On l'a vu en Chine, disiez-vous, on l'a vu en Italie, et de façon très étrange, vous l'avez vu, le grand public ne l'a pas vu, le gouvernement ne l'a pas vu, pardon, mais la bourse ne l'a pas vu. Si je me souviens bien, le pic de la bourse en février, ça doit être quelque chose comme le 24 février, et le 26, c'est l'effondrement, alors que l'Italie est déjà touchée. Comment vous expliquez ça, Jean-Baptiste Antoul, et puis ensuite Nicolas Petrovic? Alors, je crois qu'il y a eu un peu de déni. Personne ne voulait y croire. Et après, je vais être honnête avec vous, même nous, on la voyait venir, on se préparait, mais il y avait toujours ce petit espoir que peut-être qu'on allait y échapper. Donc c'est assez humain finalement, en tout cas de la part de consommateurs. Néanmoins, je pense qu'on aurait peut-être pu s'organiser tous collectivement un peu plus en amont. Nicolas Petrovic? Oui, je suis d'accord et je pense que il y avait ce côté, la Chine c'est loin. L'Italie, bon, et je suis contre cette... c'est l'Italie. Pardon, et ce côté, mais nous... et chaque pays a fait ça. Nous, non, nous, on est bien organisés, tout va bien se passer. Effectivement, il y a eu un déni. Et je me souviens, comme vous, on était en salle de crise, mais ça avait un côté irréel, parce qu'on préparait la crise, on avait déjà les achats de masques qui partaient de Chine, mais c'était un peu irréel. Et effectivement, je pense que personne n'avait vraiment envie d'affronter une crise aussi forte que celle qu'on voyait à la télévision. Donc, il y a une forme de déni. Je pense, oui. Thierry Herning? Oui, alors pour BASF, en fait, au départ, bien sûr, on a vu venir les choses. Hein, on a été impacté directement en Chine, mais la Chine, on pensait que ça allait rester en Chine. On parlait beaucoup de Wuhan, on a confiné Wuhan, donc c'était même pas toute la Chine. Donc, je pense que naïvement, on a pensé que ça allait pas venir en Europe. Et je pense que lorsque c'est arrivé en Italie, là, on a tout de suite compris que c'était grave. Et en France, on a tout de suite réagi en capitalisant sur l'expérience italienne pour mettre en place des cellules de crise à tous les niveaux européens et dans tous les pays. Mais je pense qu'au départ, il y avait une petite naïveté par rapport à l'ampleur de la crise. On pensait que ça allait être confiné si je peux dire, en Chine. Ou peut-être un peu d'espoir. Vous nous parliez, Thierry Herning, tout à l'heure de la manière dont votre entreprise, votre groupe au niveau mondial a participé à l'effort de guerre en fournissant, entre guillemets, de l'armement, c'est-à-dire des masques, du gel, etc. Ça me donne l'occasion de vous interroger sur, vous et les autres participants de cette table ronde, sur les relations entre le gouvernement et les entreprises. Vous avez, chacun d'entre vous, plutôt saluer la manière dont le gouvernement a écouté les entreprises. Et en même temps, on voit bien que le gouvernement a eu des failles absolument incroyables, ou l'État a eu des failles absolument incroyables sur les masques, le gel, ensuite les tests. Comment est-ce que vous vivez ça? Alors, je pense que les masques, on a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un problème mondial et pas d'un problème français. Il y avait une pénurie de masques. Et donc, tous les pays étaient confrontés à la même problématique. Donc, je pense que chez BASF, le focus n'a pas été mis sur l'organisation du gouvernement français, bien au contraire. Ensuite, je dirais que on a eu beaucoup comment dirais-je, on a senti beaucoup de réactivité de la part des autorités françaises lorsqu'on a voulu justement changer nos process de production pour produire ce qu'on ne produisait pas en temps normal, du gel hydroalcoolique, bien sûr. Donc là, les autorités françaises et responsables ont été très rapides pour nous donner des formules de façon à ce qu'on puisse s'organiser au plus vite pour pouvoir contribuer, comment dirais-je, à la lutte contre cette épidémie et puis pouvoir soutenir les établissements médicaux, comme je l'ai dit précédemment, les pompiers, la police. Donc je trouve que là, il y a eu vraiment une très bonne coopération et en fait, au total, une très grande solidarité, aussi bien au sein de notre groupe, mais avec les autorités. Nicolas Petrovic, sur les masques. Ouais.
Nicolas Petrovic, sur les masques. Oui. Ouais. Donc je suis d'accord, effectivement, au total, quand même, on a une bonne relation, mais c'est vrai que sur les masques, j'ai trouvé qu'il y a eu un contraste très fort. Au tout début, on a retrouvé, je trouve, un État français qui essayait de contrôler et de faire tout seul, et en disant, bon ben voilà, et je comprends, c'était un peu une réaction de peur, je pense, et on n'a pas assez de masques, bon, donc il y avait cette espèce enfin c'était la réglementation, c'était tous les masques étaient destinés uniquement aux hôpitaux, c'était tout. Et donc du coup, je pense que malheureusement, ça a eu un effet négatif, qui du coup, le secteur privé a été un peu exclu de la solution, alors qu'il aurait pu contribuer, accélérer l'arrivée des masques en France. Bah oui, nous, on avait déjà un pont aérien qui était en place entre l'Europe et la Chine. Avec les avions. Les nôtres, nos systèmes de logistique, puisque nous avons une énorme filiale en Chine, et on sourçait pour l'Europe, on avait commencé assez rapidement. Et en fait, mais je dirais au crédit de l'État, il y a un moment, ils se sont rendus compte que effectivement, ça ne fonctionnait pas. Ils ont lâché la bride, parce qu'on leur disait lâcher la bride. Et quand ils ont lâché la bride, le secteur privé a montré sa puissance. Ouais. Et effectivement, alors il y a eu une période de montée en régime. Mais de mon point de vue, c'est la collaboration entre l'État, les régions, les hôpitaux et le secteur privé qui a donné la solution. L'État seul ne peut pas le faire. En tout cas, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai constaté. Jean-Baptiste Santoul, vous avez vécu la même chose ? Je partage tout à fait cette analyse. Au tout début de la crise, pour vous dire les choses, on a effectivement, enfin avant même le confinement, on a commencé à récupérer tous les masques qu'on pouvait. On a fait le tour de quelques ateliers de couture pour en faire fabriquer également. Et on avait un chauffeur qui faisait le tour des ateliers tous les jours pour collecter les masques, parce qu'il était essentiel de pouvoir équiper nos usines. Après, il y a eu ce stress de la réquisition, où on s'est dit, mince, comment on va faire si on est réquisitionné ? Et puis après, les choses se sont ouvertes et effectivement, l'État a fait confiance aux entreprises pour s'approvisionner et je pense que ça s'est très bien passé. Il y a eu un petit temps de retard avec peut-être cette habitude un peu française de penser que l'État peut tout résoudre. On est tous ensemble pour y arriver. C'est assez inouï, pardon, je coupe, mais c'est assez inouï d'imaginer qu'il y a eu un moment où la réquisition des masques était envisagée. Enfin, on était vraiment dans la négation de ce que pouvait apporter le secteur privé à l'effort de guerre de l'ensemble du pays. Ah oui, non, ça a été un stress incroyable parce qu'on s'est dit, mais s'ils réquisitionnent les masques, on s'arrête tous. Ouais. Et là, c'était vraiment un moment assez important de tension. Néanmoins, je dois dire quand même, parce qu'on peut critiquer, mais et vous le savez, on est dans un pays où il y a 65 millions d'entraîneurs de foot, donc je me garderai bien de critiquer le gouvernement. Je ne sais pas comment j'aurais fait à leur place. La situation était extrêmement difficile. Ce que je peux dire néanmoins, c'est qu'il y a eu une volonté de dialogue extrêmement intense entre les responsables du gouvernement et les entreprises. Alors, pas forcément les entreprises en direct, c'était pas mal aussi. On s'est beaucoup organisé au travers de nos organisations, on va dire, d'entreprises, que ce soit l'Association des industries agroalimentaires, que ce soit l'ILEC, qui représente les entreprises de grande consommation. On s'est beaucoup organisé avec des meetings quotidiens pour faire le point sur l'activité, trouver des solutions. Il y avait vraiment cette volonté de trouver des solutions. C'était très empirique et pragmatique, ce qu'il faut saluer. Et le gouvernement a joué le jeu. Il y a eu des vraies solutions qui ont été trouvées. Et le gouvernement a joué le jeu. Donc il y a vraiment, si je comprends bien, deux phases, en tout cas dans les rapports entre l'entreprise, le monde de l'entreprise et le gouvernement dans cette lutte contre le Covid. Tout à fait. Il y a eu une prise de conscience assez rapide quand même. Après, un peu de déni d'une part, on en a parlé tout à l'heure, et puis un peu de super centralisation, de vouloir gérer les choses en solo. Ce qui est malheureusement pas possible aujourd'hui dans l'économie dans laquelle on fonctionne. Henriette Rosenquist, do you share this point of view? Do you agree that there were two phases in the relationship between government and companies? I actually think that we have a quite good collaborations with the authorities, and now we're also talking about the mask. What I think we were facing as a company is that we have very clear guidance from our headquarters, and then we need to apply these guidance of protections in France.
On the other side, we have a government who also makes some regulations or restrictions to the COVID crisis. So sometimes we had different views on it, and the big question here is, okay, what do you actually apply? What we decided was we always apply the most restricted rules in France. So no matter the headquarter has says one thing and the French government has said us another thing, we actually made the most restricted precautions to whatever, wearing masks, gel. So I wouldn't say there was two phases, but I think it's a question about how you view the crisis, how you react on the crisis. What is your level of risk-taking here? So I think that maybe the difficulties for companies here in France is if you have one positioning from your company and then another positioning from the government, you need to balance that and you need to adapt to that. And honestly, I think that was we as directors or presidents in the companies were struggling on how should we manage that going forward. But I think we try to manage in the best way, and I don't know how other companies have taken that into consideration, but we decided to apply the most restricted rules, either coming from our headquarters or coming from the French government. Okay. Coming back to the health sector and the fight against the virus, we heard a lot of time during the crisis that the French authority in the health field were less flexible, less listening to the companies than in other countries. Is it the case? Just think about the tests. We were really late on this subject and really late in giving the agreement to a new form of test, and it's a problem of flexibility, isn't it? Yeah. I think the question here is maybe flexibility and agility in the healthcare system, and I think that's maybe something we can consider or reflect on after post-COVID, of course. And definitely we saw that France was later in testing people than other countries are. But I must say, from a collaboration point of view, as a pharma company collaborating with the health authorities, we did see through the crisis an enormous willingness to get things happening. So we had a long dialogue there. So I don't see it from a company point of view with the health authorities in France, but I fully agree with you. Yes, France were maybe a little bit later on to starting up the test for the population here in France. Okay. Like in other markets. Yeah. One word about the contract between Europe and your company. There is no negotiation country by country. It's a European one, isn't it? In terms of what? The contract for the vaccine. Yeah. So it's taking the conversations is going on in each of the market or in each of the countries. Yes, for the vaccine. Okay. Un mot, Thierry Herning et vous, Nicolas Petrovic, sur le regard qu'on peut porter, et on parlera aussi de l'Italie dans un instant, le regard qu'on peut porter sur la manière dont la France, par rapport à, en l'occurrence l'Allemagne pour vous deux, le regard sur l'efficacité de la France dans cette crise et la manière dont on peut espérer qu'elle rebondisse. Moi, je trouve que la manière dont on a travaillé avec les autorités et partout, alors à part cette première phase qui était un peu compliquée, mais bon, ça peut se comprendre aussi, a été quand même remarquable. Et je pense que ce qui était intéressant, c'est que tout à coup, tout devenait possible parce qu'il y avait cet échange constant et une vraie volonté, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, une vraie volonté des autorités d'aider le secteur privé, donc nous. Et ça, quand on le regarde vu d'Allemagne, c'est vraiment très salué. D'ailleurs, le plan de relance qui a été mis en place, finalement, a été co-construit, si je peux dire ça comme ça, avec l'ensemble des fédérations industrielles. J'imagine que tout le monde a été impliqué ici, d'une manière ou d'une autre. Et
encore une fois, toutes les réponses, que ce soit maintenant dans le plan de relance ou dans les mesures de court terme, correspondent à des vrais besoins. Si je parle du plan de relance en particulier, digitalisation des industriels, nous, c'est notre... les industriels sont nos clients, c'est notre cœur de métier. Cœur de stratégie. La France, et c'est évidemment ce qu'il faut faire en France, aider les PME, les ETI à se digitaliser. Elles veulent le faire et ça va les aider. Donc ce que fait le gouvernement est remarquable. Thierry Herning. Oui, tout à fait d'accord. Je pense que, bon, évidemment, l'Allemagne se sort assez bien de cette crise, hein, est bien positionnée par rapport à d'autres pays européens. Vous dites évidemment, parce que c'est pour vous une évidence absolue, c'est l'Allemagne se sort mieux que la France, c'est ça? Je dis évidemment parce que tout le monde le sait, depuis le début de la crise, ils ont été moins impactés et puis leur économie est moins touchée. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce mot. Mais ceci étant dit, je pense que l'Allemagne reconnaît, comment dirais-je, la France comme un pays attractif et ça a été confirmé lors de notre sondage d'aujourd'hui. Hein. Et également la réactivité avec laquelle la France a mis en place des plans de relance. Hein. Je pense que ça, c'est très, très apprécié. La mise en place aussi très, très rapide de l'aide à l'activité partielle des entreprises. Oui, chômage partiel. Ça a été énormément apprécié et bien perçu par notre maison mère. Donc je pense qu'au total, l'image de la France est toujours très bonne. Et puis, si on compare à d'autres pays comme l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, je pense que la France tire relativement bien son épingle du jeu aujourd'hui. Et puis nos résultats business, comment dirais-je, le confirment. D'accord. Voilà. Jean-Baptiste Santoul, même question, même mot qu'il faut mettre après. Évidemment l'Italie. Non, il n'y a pas il n'y a pas d'évidence ni sur l'Italie ni sur la France. Néanmoins, moi je pense que le gouvernement, comme on l'a dit tout à l'heure, a extrêmement bien réagi une fois que la situation avait été bien appréhendée, avec une véritable volonté très forte et très pragmatique et pratique de créer un plan de relance qui soit totalement adapté aux besoins des entreprises. Et pour moi, le gouvernement a compris aussi que cette crise était un excellent prétexte, hein, si je puis m'exprimer ainsi, pour réindustrialiser la France. Et le plan de relance qui consiste en modernisation, digitalisation, décarbonation, j'ai envie de vous dire, c'est trois mots-clés dont on a tous besoin pour appréhender la prochaine décennie. Et donc, finalement, grâce à cette crise, il faut toujours voir le côté positif des choses, on est tous en train de se mettre dans la bonne direction, quelle que soit la taille des entreprises, quelles que soient leurs préoccupations. Aujourd'hui, ça devient une évidence. Et donc une attractivité... Je salue ça. Une remarque. Oui. Oui, pardon. Allez-y. Une remarque. Non, une remarque, c'est qu'il faut faire attention à ne pas trop complexifier et rendre simple et accessible ce plan de relance pour la majorité des entreprises. Parce que aujourd'hui, c'est quand même encore un peu complexe. C'est trop complexe, c'est ça? Une reprise, comment dire, peut-être une troisième phase, il ne faudrait pas que ça arrive comme ça, mais une troisième phase dans la relation entre les entreprises et l'administration cette fois? Absolument. J'entends aujourd'hui dans les fédérations d'entreprises beaucoup de mes collègues qui saluent les initiatives, mais qui s'inquiètent de la manière dont les choses sont en train de... Voilà, comment ils vont pouvoir accéder à tout ça. Il ne faut pas que ça devienne kafkaïen. Donc je pense qu'il va y avoir maintenant un travail de simplification et de communication du comment. Merci beaucoup Jean-Baptiste Santoul, merci Thierry Herning. Thank you very much, Andreas Rosenquist. Je passe la parole à Nicolas Petrovic pour quelques mots de conclusion. Oui, en quelques mots, merci à toutes et à tous. On a bien vu que nous avons tous traversé la crise de la même manière, avec peut-être des bas au début, et puis ça s'est beaucoup amélioré. Et je pense que le message qui ressort quand même, c'est en étant collectif et en lâchant la bride et en travaillant avec les autorités, entre nous, avec nos fournisseurs, nos clients, nos collaborateurs, les organisations syndicales, la France a su traverser cette crise et en sortir plutôt de belle manière. Donc il faudrait absolument conserver ces atouts
cette manière de travailler, cet état d'esprit en 2021. Merci beaucoup Nicolas Pétrovic, merci à tous et je passe la parole à Olivier Marchal pour la conclusion de la conclusion en quelque sorte, voilà. et le passage de relais. Merci beaucoup. Merci beaucoup Nicolas et merci Nicolas, merci à tous les panélistes. Je rebondis un peu sur ce que tu disais Nicolas, un des points marquants de cet échange dans ce contexte d'une crise très brutale et d'un niveau d'incertitude absolue, c'est cette impressionnante capacité de réaction, d'adaptation, d'agilité des entreprises et sur pas mal de sujets du gouvernement. Puissions-nous à l'avenir, effectivement, comme tu le souhaitais, garder cet acquis d'agilité pour d'autres circonstances. En tout cas, un grand merci à vous.